Logique. Peut-on dire qu'en Guadeloupe, l'écologie devient de plus en plus un enjeu? Absolument, ça ne le devient pas, ça l'a toujours été, on en prend de plus en plus conscience, puisque sous un petit caillou, une petite île, comme dit Sonny Rupert, cette igname brisée qui est ma terre natale, la Guadeloupe, ne peut souffrir d'absence d'écologie, on ne survivra pas à la négligence et à la maltraitance envers la terre-mère en Guadeloupe. Nous sommes une île. L'insularité nous oblige à faire attention puisque notre territoire n'est pas extensible, nous ne bénéficions pas de continuité territoriale, nous ne pouvons pas aller prendre en Belgique ou en Italie l'énergie qui nous manquerait en France. Donc nous sommes dans l'océan un peu seuls, donc nous devons penser autosuffisance alimentaire, nous devons penser l'autosuffisance énergétique, nous devons essayer de vivre de ce que nous avons. Et l'écologie, justement, c'est ça, vivre de l'environnement sans détruire l'environnement, promouvoir et protéger l'environnement. Nous sommes condamnés à être écologistes sur ce territoire et c'est pour ça que je n'ai jamais varié, que sur ces 25 années d'engagement politique, j'ai toujours pensé qu'un jour, les Guadeloupéens comprendraient car cela leur s'impose à eux comme une urgence écologique. Donc oui, la Guadeloupe a des atouts écologiques et le monde entier, la planète a pris conscience aujourd'hui, si on peut parler de ce concept de finitude de l'environnement. On croyait que l'environnement était un exutoire. Nous croyons que l'environnement est un catiche. Et nous, en Guadeloupe, où on peut tout déverser, jeter toute la merde. Mais on se rend compte que ce qu'on jette, ce qu'on envoie en l'air, ce qu'on crache en l'air, quand on pollue, ça nous finit dans nos assiettes. En déversant du chlordécone pendant des dizaines d'années pour pouvoir, soi-disant, faire de la croissance, vendre de la banane à l'étranger, satisfaire la demande, eh bien, on a détruit un pays. Aujourd'hui, 92% des Guadeloupéens ont du chlordécone dans le sang. Comment peut-on ne pas être écologiste sur une terre contaminée? Comment ne pas vouloir crier justice et écologie sur une terre où on a empoisonné pour 700 ans? L'histoire retiendra de notre passage sur la terre de Guadeloupe, de même qu'on a retenu l'éradication des Kalinas par les premiers colons, eh bien, on retiendra que ceux qui sont passés sur cette terre à la fin du XXe siècle l'ont contaminé pour 700 ans. Voilà notre marqueur, voilà ce que nous laisserons à la postérité, le chlordécone, une terre et des hommes contaminés. Donc les Guadeloupéens ont le devoir de s'élever pour demander de la décontamination, de la dépollution, parce qu'on n'en parle pas, mais il existe des procédés, notamment par fragmentation et autres, qui sont coûteux, qu'on n'ose même pas envisager, que la France qui a 2000 milliards de dettes n'envisage même pas, parce que c'est une question de fric. Nous, on parle d'hommes, de vie, de santé, d'humanité. On ne peut pas laisser faire ça, et donc on doit être debout. Oui, la Guadeloupe a de la place pour l'écologie. C'est un enjeu crucial pour nous, l'écologie. Ce décret qu'on nous annonce qui aura pour objet de réduire les limites maximum de résidus, comme si on devrait se réjouir. On nous dit qu'on va baisser le taux de chlordécone que vous pouvez consommer chaque jour. Nous sommes contre le principe de limite maximum de résidus, les fameuses LMR. Nous pensons que le chlordécone ne peut pas être présenté comme comestible à faible dose. Nous pensons que chaque jour, la dose d'hier est encore dans nos corps et qu'elle ne s'évacue pas simplement en tirant la chasse. Donc nous pensons que c'est un permis d'empoisonner qu'on va délivrer aux importateurs et aux vendeurs de produits contaminés en leur disant quand il y a un tout petit peu, ça, c'est mangeable. Nous disons zéro chlordécone, zéro poison. Nous pensons donc que l'attitude du gouvernement qui consiste à toujours dire qu'on n'a pas encore trouvé le lien de causalité est contraire à la littérature scientifique où on nous énumère toutes les conséquences du chlordécone. Donc on n'a pas cherché les conséquences du chlordécone, elles sont connues. Et elles sont publiées dans des revues très cotées en matière médicale. Et monsieur Blanc, le professeur Blanchet a écrit un article où il a dit qu'on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité du lien de causalité entre chlordécone et cancer de la prostate. Et cette revue dans laquelle a été publiée l'étude du professeur Blanchet est mondialement reconnue. Cette publication qu'il a faite lui a donné une cote qui dépasse largement la France. Alors, aujourd'hui, quand le gouvernement nous dit qu'on cherche à établir le lien de causalité, tout en disant nous reconnaissons notre responsabilité, nous allons fixer une faible dose que vous pouvez manger tous les jours, on est en pleine absurdité, en pleine cacophonie.
Comment d'un côté on peut dire qu'on est responsable et de la même main dire on ne vous a rien fait, il n'y a pas de danger, circulez, il n'y a rien à voir. De quoi êtes-vous responsable? Pourquoi parler de limite maximum de résidus? Qu'est-ce que ça fait au-delà de ces limites? Ça fait du bien? C'est quoi? Donc nous pensons que c'est parce qu'il n'y a pas une plus forte demande de justice et de vérité de la part des peuples de Guadeloupe et de Martinique qu'on se moque de nous. On se moque de nous. Voilà, la réponse de l'État à ce fléau et n'est pas à la mesure des enjeux sanitaires et écologiques auxquels nous devons faire face. Et concernant le refus d'indemnisation? Le refus d'indemnisation est un contresens, puisque en droit français, il y a un principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par le fait duquel c'est arrivé à réparer. Et vous devez mettre la personne dans la situation où elle aurait été si vous n'aviez pas commis le fait dommageable, si vous n'avez pas commis la faute qui a causé le dommage. Donc, on doit nous mettre dans l'état où nous aurions été si on n'avait pas mis du chlordécone dans notre sol. On doit indemniser les gens qui aujourd'hui encore travaillent dans des plantations chlordéconées, qui mangent des sandwichs, qui se lavent leurs vêtements chlordéconés chez eux, dans leur machine à laver, dans des zones dites non polluées. Le chlordécone part des champs de bananes aujourd'hui et transféré dans la maison, dans les jardins des ouvriers de la banane, dans leur voiture, dans leurs sandwichs, sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Et on se moque de nous, on nous traite comme moins que rien. Ou t'es dit, comme c'est pour nègre, c'est pour cochon. Donc vous êtes au cœur de la lutte contre le chlordécone. Quand avez-vous décidé de vous engager contre ce scandale et où en est-on aujourd'hui? Eh bien, en 2002, nous recevons la nouvelle d'un ami, Gérard Bourvon, à qui je rends hommage. C'est un écologiste de la région. Il avait créé l'association SEAUS en Bretagne pour dénoncer les pollutions de l'eau par les lisiers et tout. Il a mené beaucoup de combats pour l'eau et il a eu connaissance de l'arrivée à Dunkerque de 2 tonnes de patates douces qui contenaient du chlordécone. Lorsque la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes a examiné ces produits, elle a ordonné que ces produits ne sortent pas du port de Dunkerque et a dénoncé au procureur de la République ce qui apparaissait comme étant la vente de produits dangereux. Et le procureur de la République, pour ne pas poursuivre les Martiniquais, les sociétés martiniquaises qui avaient envoyé ces produits en France, il a exigé que ça soit incinéré sur le port. Et ces 2 tonnes de patates douces ont été incinérées sur le port. Et donc on a reçu ce contact et j'ai reçu ce message de Gérard qui me dit « Écoute Harry, il y a un scandale chez vous là, puisque chez nous, quand ça arrive chez nous, c'est pas comestible, et quand ça part de chez vous, vous savez même pas que c'est empoisonné. » Et là, je commence à m'intéresser, je fouille, je découvre qu'il y a effectivement eu une alerte, qu'une boisson, une eau de la Guadeloupe s'est révélée contaminée au chlordécone, et je ne vais pas les citer pour leur donner leur chance de se remettre. Et à la partir de la découverte de présence de chlordécone dans cette eau minérale bien cachetée, Dominique Voinet va envoyer une mission ici, mais M. Bonan et M. Prime, 2 inspecteurs, qui sont venus faire un rapport sur le chlordécone. Et je vous invite à vous rendre sur Internet et à chercher le rapport Bonan, B-O-N-A-N, et Prime, P-R-I-M-E. C'est un véritable réquisitoire contre l'État. Ce sont des préposés de l'État qui démontrent que cela fait 20 ans que des alertes sont lancées sur la présence de chlordécone représentant des fois 200 fois la dose maximum dans la tête des poissons, à l'estuaire du Goncarbé, dans l'eau, dans les points de captage. Quand plusieurs rapports, dont M. Kermarek, qui avait reçu des menaces de mort quand il a révélé en 1979, attention les gars, ce qu'on met dans le sol va jusque dans l'eau. 1979, et il a fallu attendre 2005 pour que le préfet prenne un arrêté interdisant de pêcher à moins d'1 kilomètre de nos côtes, soit disant qu'il y aura un stop et les poissons chlordéconés, ils vont pas plus loin, ils font demi-tour quand ils arrivent à 1 kilomètre, d'accord. Donc c'est pour vous dire le mépris, la désinvolture. Jamais on ne nous parlait de chlordécone. Il a fallu, depuis 2002, 17 années de combat pour que je sois moi-même émaillé de tentatives d'intimidation, puisqu'on a tenté de me faire taire. Un procureur qui fait l'objet aujourd'hui de poursuites à Nice, ce procureur de la République a intenté des poursuites contre Maître Durimel au motif que j'avais violé le secret de l'instruction dans une affaire remontant à 2 ans plus tôt. Et il a fallu la mobilisation de mes confrères, 150 avocats qui se sont présentés pour me défendre, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de Paris, pour dénoncer ce stratagème qui visait à me faire fermer ma gueule.
eh bien, on a tenu tête. Et voilà qu'un président de la République, M. Emmanuel Macron, à la Martinique, en 2018, reconnaît la responsabilité de l'État, tout en tentant de l'édulcorer par des propos qui vont suivre. Donc, le combat du chlordécone, oui, nous le menons et nous le mènerons jusqu'au bout, sans relâche, jusqu'à ce que nous ayons réparation et qu'on reconnaisse le lien de causalité entre cancer de la prostate, qui est une véritable épidémie chez nous. Et donc, nous, ce combat-là, nous espérons que les élus feront plus que de la com sur le sujet. Nous avons porté plainte. La plainte a été transférée au pôle santé du tribunal de grande instance de Paris. La plainte a été déposée en 2006. Certes, on n'a pas encore de jugement, mais des étapes ont été franchies. Il y a eu des expertises ordonnées par les juges d'instruction pour savoir que savaient les autorités. Pouvaient-elles dire qu'elles ne savaient pas la dangerosité et la rémanence multiséculaire du chlordécone? Monsieur Narbonne et Multinier, les deux chercheurs qui, désignés par le juge d'instruction, ont mené cette enquête, ont fait leur rapport, et aujourd'hui, nous savons que les autorités savaient, en tout cas, elles ne pouvaient pas ne pas savoir, qu'elles administraient un produit qui allait durablement changer, modifier, empoisonner la Guadeloupe. Donc ça, nous demandons réparation, justice et vérité. Ce combat-là, j'espère qu'un jour, nous serons tous debout pour le gagner. Parlons politique locale. Harry Chalus est à la tête de la région depuis 3 ans. Il a remporté les récentes élections régionales avec un slogan « Changer d'avenir ». Pourtant, vos collègues à la région disent qu'il ne fait pas assez et que les dossiers traînent, que sa politique est stagnante. Quel jugement faites-vous ? Moi, je ne peux pas porter un jugement mesuré comme ça, puisque lorsqu'on dit que ça ne va pas assez vite, ça stagne et tout, il faut des chiffres. Il faut le chiffrer et documenter sa réponse. Et là, pris de coup, je ne peux pas vous dire le temps que ça aurait dû prendre et le temps que ça a pris et mesurer le retard accumulé. Donc, je ne parlerai pas en termes de délai, en termes de timing, je parle plutôt en termes de consistance de l'action régionale et ce qui est visible. Parce que des fois, il y a beaucoup de travail. Je sais qu'à la région, on a des cadres de haut niveau, on a des ressources humaines de qualité à la région pour y avoir travaillé. Mais l'impulsion doit être donnée par l'homme politique. Et le sentiment qu'on a, c'est que la parole politique de la région, depuis les élections, est restée très contentieuse, est restée très belliqueuse. On est toujours dans l'effacement du passé Lurel, la critique de ce que Lurel a fait, la mise en musique et orchestrée, la théâtralisation de l'antériorité, de ce qui s'est fait avant, mais on n'est pas, selon moi, assez engagé dans le développement, l'avancée. On regarde toujours ce qu'a fait l'autre et on essaie de le discréditer, le disqualifier pour apparaître comme le sauveur. C'est dommage. Et j'ai eu l'occasion de le dire aux deux, et à Lurel et à Chalus, de arrêter de nous faire perdre notre temps, parce qu'ils polémiquent, ils se chamaillent trop, alors que les urnes ont parlé. M. Chalus a été élu sous un slogan « Changer d'avenir ». C'est là que je trouve qu'on n'a pas assez changé d'avenir. On a plutôt le sentiment qu'il y a une fuite de nos jeunes qui semblent aller chercher ce nouvel avenir ailleurs. Et ça c'était très marquant de cette mandature. Il y a plus de départ vers l'autre pays et vers l'Hexagone que jamais. Or, changer d'avenir, j'avais cru que c'était changer d'avenir ici. Ils changent plutôt d'horizon, les jeunes. Ils changent de lieu de vie. Donc moi, sur cela, j'aurais aimé une politique volontariste pour inciter les jeunes soit à créer leur entreprise, soit à les aider à le faire, soit à travailler pour le développement de leur pays, et ça, on ne le voit pas. Et l'économie verte, l'économie bleue, ça reste encore dans de l'incantation. On n'arrête pas de nous montrer le potentiel, on n'arrête pas de nous montrer, de faire des séminaires, on n'arrête pas de gloser sur le possible, alors que lorsqu'on est au pouvoir, on n'est pas là pour montrer ce qu'on va faire, on est là pour faire. Et donc, je pense qu'on stagne dans les rapports avec la Caraïbe également, dans la coopération aussi. C'est plus des belles déclarations que concrètement faciliter les échanges, puisque pour moi qui ai investi en Dominique, je vois bien la difficulté. Je vois aussi en matière de justice qu'on n'a pas avancé d'un cran. On n'est pas parvenu à faire les Dominicains nous renvoyer les criminels qui commettent des crimes ici. Comment peut-on coopérer avec un pays qui couvre, qui n'extradie pas les criminels qui tuent, qui violent ici et qui partent se cacher
à la Dominique. Donc, un vrai échange équitable, puisque la Dominique, c'est un pays frère. Ça ne peut pas se limiter à un lieu de refuge et un lieu où on déverse des produits qui nous font concurrence. Il faut qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant. Et dans les relations que j'ai avec les autorités dominicaines avec lesquelles j'entretiens des rapports plutôt qu'autroi, je leur fais comprendre ça. Si vous voulez qu'il y ait la confiance, il faut qu'aussi au plan judiciaire, au plan juridique, que nous coopérions, que nos normes se rapprochent pour que nous puissions faire du commerce ensemble, que nous puissions faire du business ensemble. Mais il faut aussi que nous ayons cette sécurité que si quelqu'un tue en Guadeloupe, la Dominique ne va pas lui permettre d'aller se cacher là-bas. Pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas d'extradition. D'accord ? Donc voilà, là où j'attends le président Chalus sur la coopération, sur l'économie verte et bleue, sur les politiques pour retenir les jeunes dans leur pays et les inciter à revenir. C'est là que je suis resté sous ma faim. Mais pour le reste, c'est un homme sympathique, c'est quelqu'un avec qui on peut facilement échanger. Pour la mission qu'il voulait me donner en matière de transition énergétique, là aussi j'attends toujours, puisqu'il semble être coincé entre les préoccupations de ses alliés et qui ne lui laissent pas assez les coups des franches. J'ai le sentiment qu'il veut travailler avec moi, mais qu'il en est empêché par d'autres qui me voient plutôt comme un concurrent. C'est dommage pour la Guadeloupe.